New York, 7 janvier 1943. Dans une chambre du New Yorker Hotel au 17e étage, une femme de ménage frappe à la porte. Pas de réponse. Elle entre. Un vieil homme est allongé sur son lit. Il est mort dans son sommeil. Seul. Personne n'a été prévenu. Personne n'attendait de ses nouvelles. Il avait 86 ans. Il vivait à crédit dans cet hôtel depuis des années. Il ne possédait presque rien. Et sa chambre sentait les pigeons. Parce qu'il en gardait dans sa chambre pour les soigner. 2 jours plus tard, des agents du Bureau of Alien Property débarquent. Ils confisquent tout. Ses notes, ses carnets, ses plans. Des décennies de recherche disparaissent dans des caisses gouvernementales. Cet homme s'appelait Nikola Tesla. Il avait déposé plus de 300 brevets dans une vingtaine de pays. Il avait inventé le système qui alimente encore aujourd'hui chaque maison, chaque usine, chaque ville du monde entier. Sans lui, pas d'électricité moderne, pas de moteur à courant alternatif, pas de radio telle qu'on la connaît. Et certains de ses travaux préfigurent des technologies qu'on n'a développées que des décennies après sa mort. Et pourtant il est mort seul, ruiné, à moitié oublié. Aujourd'hui, Tesla est devenu une icône. Le génie incompris, le saint laïque de la science, le martyr d'Edison. Des millions de posts sur les réseaux sociaux vantent l'homme qu'on a volé, trahi, effacé. Mais voilà le problème. Cette image-là, elle est aussi fausse que la légende noire. Dans les 25 prochaines minutes, on va raconter la vraie histoire de Nikola Tesla. Pas le même Internet, pas le génie parfait volé par un monstre, un homme brillant, complexe, parfois grandiose, parfois complètement à côté de la plaque, avec des obsessions qui frisèrent la folie, des intuitions qui dépassaient son siècle et des erreurs de jugement qui ont contribué à sa propre ruine, et dont le destin nous dit quelque chose d'important sur la façon dont le monde traite ceux qui pensent trop loin devant. Nikola Tesla naît le 10 juillet 1856 à Smiljan, un petit village de l'actuelle Croatie, alors dans l'Empire austro-hongrois. La date exacte est connue, mais il existe une anecdote sur sa naissance qui mérite d'être racontée et démontée. Selon la légende, il naît à minuit pile, sous un violent orage. La sage-femme aurait dit à sa mère que ce serait un enfant de l'obscurité. Sa mère aurait répondu « non ». Ce sera un enfant de la lumière. C'est peut-être apocryphe. Mais c'est tellement bien trouvé qu'on comprend pourquoi ça a survécu. Son père est prêtre, orthodoxe serbe, homme de lettres, lettré, qui voulait que Nicolas suive la même voie. Sa mère, Ruka, est une femme extraordinaire à sa manière. Elle n'a jamais appris à lire. Mais elle mémorisait des poèmes entiers, des passages de la Bible, des recettes techniques pour la maison. Une mémoire prodigieuse. Tesla dira plus tard qu'il lui doit tout. Ce qui est documenté avec certitude, c'est que Tesla était un enfant hors du commun. Mémoire photographique absolue, capacité à visualiser des machines entières dans sa tête, avec une précision millimétrée, sans avoir besoin de les dessiner ni de les modéliser. Il calculait des intégrales de tête. Il résolvait des équations différentielles mentalement, au point que ses professeurs l'accusaient régulièrement de tricher. Mais il y a aussi une autre face, moins connue. Tesla souffre dès l'enfance de ce qu'on appellerait aujourd'hui des crises sensorielles sévères. Certaines lumières lui sont physiquement insupportables. Certains sons lui causent une douleur réelle. Il développe des phobies et des rituels obsessionnels qui vont l'accompagner toute sa vie. La médecine moderne spécule rétrospectivement sur un trouble obsessionnel compulsif sévère, peut-être associé à autre chose. Il y a une anecdote révélatrice sur ses années d'études à Graz, en Autriche. Un professeur de physique montre à la classe une dynamo à courant continu importée d'Allemagne. Il explique que c'est le seul moyen de produire de l'électricité utilisable. Le jeune Tesla lève la main et dit, devant toute la classe, « On peut faire la même chose avec du courant alternatif, et ce serait bien plus efficace.
Le courant continu crée des étincelles, des pertes d'énergie. Le courant alternatif résoudrait ce problème. Le professeur le ridiculise publiquement. Il dit que c'est physiquement impossible, que Tesla ne comprend pas les bases. Tesla n'oubliera jamais cet instant, et il passera les 6 années suivantes à prouver obsessionnellement que c'était lui qui avait raison. Mais avant ça, il y a une traversée du désert. Ses études à Graz s'arrêtent brutalement. Il joue aux cartes, perd de l'argent, honte de la famille. Il recommence à Prague. Ça ne se termine pas non plus. Une dépression sévère. Des années à errer entre Budapest, où il travaille pour une compagnie téléphonique, Paris, où il est embauché par la Continental Edison Company, et Strasbourg, où il construit son premier prototype de moteur à courant alternatif dans un sous-sol, après ses heures de travail, seul. À Paris et Strasbourg, il essaie de convaincre ses supérieurs de financer ses recherches sur le courant alternatif. Personne ne veut entendre parler de ça. La Continental Edison a des intérêts massifs dans le courant continu. Alors, en 1884, à 28 ans, Tesla prend un bateau pour New York. Dans sa poche, $400, quelques poèmes qu'il a écrits en chemin et une lettre de recommandation pour Thomas Edison. La lettre dit, selon la légende, « Je connais 2 grands hommes. L'un d'eux, c'est vous. L'autre, c'est ce jeune homme. » La guerre des courants, c'est le grand récit de la culture populaire teslaïenne. D'un côté, Tesla, le génie pur désintéressé visionnaire. De l'autre, Edison, le capitaliste sans scrupules qui lui a volé ses inventions, lui a menti sur une prime et a tout fait pour le détruire. C'est une bonne histoire. C'est aussi une caricature qui rend un mauvais service aux 2 hommes. Commençons par les faits. Quand Tesla arrive chez Edison, en 1884, il est embauché comme ingénieur. Pas comme associé, pas comme égal. Il améliore les dynamos, travaille d'arrache-pied, dort 2 heures par nuit. Edison le remarque. Il dit de lui, selon les témoignages de l'époque, qu'il est un homme remarquable. La rupture vient d'une promesse non tenue. Edison aurait dit à Tesla qu'il lui donnerait $50 000 s'il résolvait certains problèmes techniques particulièrement épineux sur ses machines. Les sources diffèrent sur la précision exacte de cette promesse. Tesla les résout. Il va réclamer sa prime. Edison lui répond, paraît-il, « Tesla, vous ne comprenez pas l'humour américain. Pas de prime. » Tesla démissionne. Il passe ensuite 1 an à creuser des tranchées pour payer son loyer, lui, l'ingénieur qui parle plusieurs langues, et à redessiner les dynamos d'Edison. C'est réel, c'est mesquin, c'est injuste. Mais est-ce qu'Edison a volé les inventions de Tesla? Non. Ce n'est pas documenté. Edison n'avait pas besoin de voler Tesla. Il avait ses propres ingénieurs, ses propres brevets, son propre laboratoire à Menlo Park avec des dizaines de chercheurs. Ce qu'il avait surtout, c'était des intérêts économiques colossaux dans le courant continu. Et Tesla représentait une menace existentielle pour ses intérêts. La vraie bataille, c'est ça. Pas du vol. De la concurrence économique brutale dans un secteur en train de se construire. Et Edison a effectivement utilisé des méthodes particulièrement basses. Il organisait des démonstrations publiques morbides où il électrocutait des animaux, des chiens, des veaux, des moutons, pour prouver que le courant alternatif était dangereux. C'est documenté, c'est réel, et c'est ignoble. Le clou de ce cirque macabre, en 1903, la mort de Topsy, l'éléphante. Une éléphante d'un cirque de Coney Island réputée dangereuse est condamnée à mort. On l'électrocute au courant alternatif devant une foule et des caméras. Le film existe encore, on peut le trouver sur Internet. Attention, c'est difficile à regarder. Edison avait aussi fait en sorte que la première chaise électrique utilise du courant alternatif, pour que dans l'esprit du public, le courant alternatif soit associé à la mort et à l'exécution. C'est calculé, cynique et efficace à court terme. Mais voici ce que la légende oublie systématiquement. Tesla n'était pas non plus le saint désintéressé qu'on décrit. Il savait très bien se vendre quand il le voulait. Il organisait des spectacles dans son laboratoire de Manhattan, où il faisait passer des milliers de volts dans son propre corps pour éblouir les journalistes et les investisseurs.
Il créait des arcs électriques géants, des effets lumineux spectaculaires. Il cultivait une image publique soigneusement construite de génie mystérieux. Il avait aussi un ego considérable. Il méprisait ouvertement Einstein, qu'il accusait de faire de la physique théorique sans valeur pratique. Il méprisait Marconi. Il méprisait à peu près tout le monde, en réalité. Edison et Tesla étaient deux hommes brillants, ambitieux, avec des visions radicalement opposées de ce que devait être la science. Edison était un pragmatique obsédé par ce qui pouvait être commercialisé immédiatement. Tesla était un visionnaire obsédé par ce qui pourrait exister dans 10 ou 20 ans. Deux approches légitimes, deux hommes complexes. Pas un saint et un démon. Après sa rupture avec Edison et son année à creuser des tranchées, Tesla rencontre George Westinghouse, un industriel de Pittsburgh qui a compris avant tout le monde l'avenir du courant alternatif. Il rachète les brevets de Tesla pour $1 million. Une somme considérable à l'époque. Et la bataille commence vraiment. D'un côté, Edison General Electric et son courant continu. De l'autre, Westinghouse Electric et Tesla avec le courant alternatif. Le problème fondamental du courant continu, c'est la physique. Il ne peut pas voyager sur de longues distances sans perdre une quantité massive d'énergie. En pratique, ça voulait dire qu'il fallait construire une centrale électrique tous les 2 kilomètres environ dans une ville. Coûteux, inefficace, impossible à déployer à l'échelle d'un pays. Le courant alternatif de Tesla résolvait ce problème de façon élégante. Grâce au transformateur, on pouvait élever la tension pour le transport sur de longues distances, minimisant ainsi les pertes, puis la réduire à la tension souhaitée à destination. Une seule centrale pouvait alimenter une ville entière, voire une région. La démonstration décisive a lieu en 1893 à l'Exposition universelle de Chicago, le World's Columbian Exposition. Westinghouse et Tesla remportent le contrat pour électrifier l'exposition entière contre une offre d'Edison. Des centaines de milliers de visiteurs découvrent, pour la première fois dans leur vie, un éclairage électrique massif, propre, fiable. 100 000 ampoules illuminent les bâtiments. La nuit, le site est visible de loin. Les journaux parlent de la Cité Blanche. C'est la démonstration publique la plus spectaculaire de l'histoire de l'électricité. Et c'est le tournant de la guerre des courants. Puis, en 1895, le coup de grâce. Tesla et Westinghouse construisent la première centrale hydroélectrique industrielle aux chutes du Niagara. L'énergie des chutes, cette force naturelle colossale, est convertie en électricité et transportée jusqu'à la ville de Buffalo, à 40 km de là. Tesla avait dit à 10 ans, en lisant une description des chutes du Niagara dans un livre de géographie, qu'il dompterait cette force un jour. Il l'avait fait. Et puis, il y a cette décision que Tesla prend, et qui est peut-être la plus noble et la plus catastrophique de toute sa vie. Westinghouse était au bord de la faillite. Des années de procès, d'investissements colossaux, de guerre commerciale avec Edison avaient épuisé ses ressources. Il avait signé avec Tesla un contrat de royalties sur chaque kilowatt produit grâce à ses brevets. La dette accumulée atteignait plusieurs millions de dollars. Westinghouse va voir Tesla. Il lui explique la situation sans détour. Si Tesla maintient ses droits, l'entreprise coule. Et avec elle, tout le projet du courant alternatif. Tesla réfléchit un moment, puis il prend le contrat. Et il le déchire. Il dit à Westinghouse, selon les témoignages, « Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Je ne laisserai pas votre entreprise disparaître à cause de moi. » Il renonce à des millions de dollars, définitivement. Sans contrepartie. C'est réel, c'est documenté. Et c'est la décision qui, conjuguée à ses dépenses de recherche, le condamnera à mourir pauvre. C'est le mythe le plus répandu sur Tesla dans la culture Internet. Et il contient une part de vrai, noyé dans beaucoup d'extrapolations romantiques. La version populaire dit « Tesla avait inventé un système de transmission d'énergie sans fil et gratuite pour toute l'humanité. »
JP Morgan, le banquier qui finançait son projet, a sabordé la tour de Wardenclyffe quand il a compris qu'il ne pourrait pas faire payer les gens pour quelque chose qui tombait du ciel. Et voilà pourquoi on paie encore nos factures d'électricité. C'est séduisant. C'est incomplet. Et c'est utilisé par des gens qui ont souvent autre chose à vendre. Voici ce qui est réel. À partir de 1899, Tesla loue un laboratoire à Colorado Springs, en altitude, pour conduire des expériences sur la transmission d'énergie sans fil. Il y produit des éclairs artificiels de plusieurs millions de volts, les plus grands jamais créés par l'homme à cette époque. Les décharges s'entendent à des kilomètres. Il parvient à allumer des ampoules sans fil à plusieurs dizaines de mètres de distance. Il mesure la résonance électrique de la Terre. C'est spectaculaire. C'est réel. Et certaines de ces observations à Colorado Springs sont encore étudiées aujourd'hui. Puis il convainc JP Morgan, le banquier le plus puissant d'Amérique, de financer la construction d'une tour gigantesque à Wardenclyffe, sur Long Island. L'objectif officiellement présenté, créer un système mondial de communication sans fil, transmettre des messages, des images, même de la voix, à travers l'Atlantique. Tesla décrivait dans certaines lettres quelque chose qui ressemblait à ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau mondial d'information. Dans ses notes privées, il allait plus loin. Il espérait pouvoir transmettre de l'énergie sans fil sur de courtes distances. Mais le projet déraille rapidement. Tesla est chroniquement en retard. Il promet des choses que la physique et son budget ne peuvent pas encore tenir. Les coûts explosent. Il réclame constamment plus d'argent à Morgan. Et en 1901, Marconi réussit la première transmission radio transatlantique depuis la Cornouaille jusqu'à Terre-Neuve, avec des équipements beaucoup moins sophistiqués et beaucoup moins chers que ce que Tesla construisait. Morgan coupe les financements. La tour de Wardenclyffe reste inachevée pendant des années. Elle est finalement vendue pour payer les dettes de Tesla, puis démantelée pendant la Première Guerre mondiale pour récupérer le métal. Alors, est-ce que Morgan a sabordé la vision altruiste de Tesla? La réalité est plus prosaïque. Morgan était un investisseur. Il avait besoin d'un retour sur investissement dans un délai raisonnable. Tesla ne produisait rien de commercialisable. La concurrence de Marconi rendait le projet encore plus risqué. C'est de la logique financière froide, pas du complot. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le principe de la transmission d'énergie sans fil que Tesla explorait existe bel et bien. Nos chargeurs sans fil fonctionnent sur ce principe. Des chercheurs travaillent aujourd'hui sur des systèmes de transmission d'énergie sans fil à plus longue distance. Il avait vu juste sur le fond. Mais le système mondial d'énergie gratuite, ça n'a jamais existé, même dans ses plans les plus avancés. C'est une extrapolation romantique construite après coup. Tesla voulait transmettre de l'énergie et de l'information sans fil, pas nécessairement gratuitement, et certainement pas à l'échelle planétaire avec la technologie dont il disposait. Tesla avait des excentricités, beaucoup, et elles sont toutes documentées, soit dans ses mémoires, soit dans les témoignages de ses contemporains. Le chiffre 3, d'abord. Tesla était obsédé par les multiples de 3. Avant d'entrer dans un immeuble, il en faisait le tour 3 fois. Avant un repas, il pliait sa serviette de table 18 fois. 18 est divisible par 3. Il exigeait 18 serviettes de table à chaque repas dans les restaurants. Les serveurs le connaissaient. Ils apportèrent les serviettes sans qu'il ait besoin de demander. Il ne pouvait pas toucher les cheveux des autres personnes, ni les perles, ni les boucles d'oreilles rondes. Ces textures lui causaient physiquement quelque chose qui ressemblait à du dégoût ou de la douleur. Il dormait selon lui 2 heures par nuit. Les biographes pensent qu'il faisait des siestes non comptabilisées, mais ses journées de travail de 18 heures sont attestées par ses associés. Il ne serrait jamais la main. Phobia des germes, des décennies avant que ça devienne courant. Il demandait qu'on lui donne des gants propres chaque jour. Il mangeait seul, dans les restaurants de luxe new-yorkais, toujours à la même table, toujours les mêmes plats. Le Delmonico's, puis le restaurant du Waldorf Astoria. Les maîtres d'hôtel le traitaient avec une déférence particulière. Il ne s'est jamais marié.
Dans ses écrits, il dit explicitement que le célibat était nécessaire au génie. Il disait que la femme était en train de devenir supérieure à l'homme en tout point, ce qui était une vision assez radicale pour l'époque. Mais quelque chose dans sa psychologie l'empêchait de franchir le pas de l'intimité. Et puis il y a les pigeons. Dans les dernières années de sa vie, Tesla allait chaque jour nourrir les pigeons de Bryant Park, puis de la bibliothèque publique de New York. Il dépensait une partie de son maigre argent, il en avait très peu, pour acheter des graines. Il ramenait les oiseaux blessés dans sa chambre d'hôtel pour les soigner. L'hôtel tolérait ça parce qu'il était un client de longue date et qu'il était Tesla. Il y avait un pigeon en particulier, une femelle blanche, aux extrémités des ailes légèrement tachetées de noir. Dans ses écrits, il parle de cet oiseau avec une intensité qui n'a rien à voir avec le reste de son œuvre scientifique. Il dit, textuellement, « Je l'aimais comme un homme peut aimer une femme, et elle m'aimait. Tant qu'elle était là, il y avait un sens à ma vie. » Quand ce pigeon est mort, Tesla a dit que quelque chose s'était définitivement éteint en lui. Il est difficile de savoir quoi faire de cette phrase, mais elle dit quelque chose d'essentiel sur cet homme. Derrière les brevets, les arcs électriques, les conférences mondiales, il y avait quelqu'un d'une solitude profonde qui avait peut-être mis toute sa capacité d'attachement dans son travail et dans un pigeon blanc. À partir de 1900, et surtout après l'échec de Wardenclyffe, la trajectoire de Tesla s'inverse progressivement. L'argent part d'abord. Il avait englouti ses propres économies dans Wardenclyffe. Il doit des sommes importantes à des créanciers. Il commence à vendre ses médailles, ses trophées, ses récompenses scientifiques pour payer ses dettes. Il change d'hôtel plusieurs fois, toujours vers des établissements moins luxueux. Il finit par s'installer à crédit au New Yorker Hotel, où il restera jusqu'à sa mort. Mais il y a aussi quelque chose dans sa façon de travailler qui contribue à sa propre marginalisation. Tesla continue d'annoncer des inventions révolutionnaires, un rayon de la mort capable de détruire des avions à des centaines de kilomètres de distance, un système pour transmettre de l'énergie par résonance à travers la Terre, une méthode pour photographier les pensées humaines, un moteur alimenté par l'énergie cosmique. Certaines de ces idées avaient un noyau scientifique sérieux, d'autres étaient manifestement au-delà de ce qu'il pouvait réaliser. Et Tesla ne faisait plus la différence entre les deux. Il annonçait à la presse des percées imminentes et ne produisait rien. La presse, qu'il avait adorée dans les années 1890, commence à le traiter comme un excentrique sympathique au mieux, comme un illuminé au pire. Chaque anniversaire, les journaux publiaient une interview où Tesla annonçait une nouvelle invention miraculeuse. Et chaque année, rien ne se concrétisait. Il y a un moment particulièrement cruel, en 1915. Les journaux annoncent que Tesla et Edison vont partager le prix Nobel de physique. Les deux hommes démentent. Selon certaines sources, ni l'un ni l'autre n'auraient voulu partager le prix avec l'autre. Selon d'autres, le Nobel n'a jamais été sérieusement envisagé et c'était une rumeur mal fondée. Tesla ne recevra jamais le Nobel. En 1931, pour ses 75 ans, le magazine Time lui consacre une couverture. Grand moment de célébration, Albert Einstein lui envoie une lettre d'hommage. Des scientifiques du monde entier saluent ses contributions. 12 ans plus tard, il meurt seul dans sa chambre. Et 2 jours après, les agents gouvernementaux arrivent avec leurs caisses. Le FBI, sous la direction de J. Edgar Hoover, s'intéresse aux travaux de Tesla depuis des années, notamment au fameux rayon de la mort que Tesla avait proposé à plusieurs gouvernements dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la Yougoslavie. Aucun n'avait donné suite. Mais en janvier 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'idée qu'un ennemi puisse mettre la main sur ses papiers avant les Américains justifiait la confiscation. Les chercheurs qui ont eu accès aux archives déclassifiées des décennies plus tard ont rapporté que la plupart des documents n'avaient aucune valeur militaire directe. Certains travaux étaient inachevés, d'autres étaient des spéculations.
Ce qui s'est passé exactement avec l'intégralité de ces archives reste partiellement obscur à ce jour. Qu'est-ce que Tesla a vraiment inventé ? C'est une question plus complexe qu'il n'y paraît, et répondre honnêtement demande de résister à deux tentations opposées. La première tentation, tout lui attribuer. Les posts sur les réseaux sociaux affirment que Tesla a inventé la radio, le radar, le Wi-Fi, les rayons X, le moteur électrique et, parfois, l'électricité elle-même. C'est absurde. La deuxième tentation, minimiser. Certains, en réaction au culte Internet de Tesla, ont tendance à réduire ses contributions pour corriger le tir. C'est aussi injuste. Ce qui lui est solidement et incontestablement attribué, le moteur à induction à courant alternatif. Le système polyphasé de distribution d'électricité qui est littéralement la base de tout le réseau électrique mondial actuel. La bobine Tesla, un transformateur résonnant qui permet de produire des tensions très élevées à haute fréquence. Des travaux fondateurs sur la radio, notamment des démonstrations de transmission sans fil avant Marconi. Sur la radio précisément, la question de la priorité a été tranchée en partie par la Cour suprême américaine en 1943, l'année de la mort de Tesla, qui a reconnu que certains brevets de Tesla sur la transmission radio précédaient ceux de Marconi. Mais Marconi avait réussi la première démonstration transatlantique pratique. Les deux hommes ont contribué. L'histoire retient généralement Marconi parce qu'il a réussi le premier à grande échelle. Ce que Tesla n'a pas inventé, le courant alternatif lui-même, dont il est un pionnier décisif, mais pas l'inventeur unique. L'électricité, le Wi-Fi, le radar. Ce sont des légendes Internet, son héritage concret est pourtant immense. En ce moment, l'électricité qui alimente l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo voyage jusqu'à vous grâce au principe que Tesla a établi. C'est massif, c'est quotidien, et c'est complètement invisible. Ce qui explique peut-être pourquoi il a fallu attendre Internet pour que son nom redevienne connu du grand public. Pourquoi est-il tombé dans l'oubli pendant des décennies ? Plusieurs raisons. Ces dernières années étaient marquées par des promesses non tenues et des projets que personne ne comprenait. Il n'avait pas d'héritier, pas d'école, pas d'entreprise qui portait son nom. Contrairement à Edison, dont la General Electric a continué à exister et à promouvoir sa mémoire. Et l'histoire des sciences a structurellement tendance à retenir les noms des industriels plutôt que des inventeurs purs. Sa renaissance depuis les années 1990 est réelle. Mais elle a produit un personnage mythologisé, parfait et trahi, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'homme réel. La vérité est quelque part entre les deux. Un homme de génie authentique, un visionnaire qui voyait parfois trop loin pour son époque et pour ses contemporains, un être humain avec des fragilités profondes, des obsessions qui le paralysaient parfois autant qu'elles l'alimentaient, des erreurs de jugement réelles, et quelqu'un qui, en déchirant le contrat Westinghouse, a peut-être choisi l'idéal contre l'argent. C'est peut-être ce qui, en fin de compte, rend son histoire aussi puissante. Pas le génie volé, pas le saint trahi, mais l'homme qui a fait des choix, certains sublimes, certains catastrophiques, et qui a fini seul dans une chambre d'hôtel, entouré de pigeons, avec dans la tête des idées que le monde n'était pas encore prêt à accueillir.